est venu de clôturer, de la conférence de clôture de cette 12e édition des Géopolitiques de Nantes. En fait, entre-temps, l'actualité est venue s'entrechoquer puisqu'on a appris ce matin que le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait été tué par une frappe israélienne et que donc ce conflit sur Gaza, le Liban, Israël, dont il a été question au cours de plusieurs tables rondes différentes, bien sûr la table ronde sur le Proche-Orient, mais également dans l'autre table ronde, est venu prendre une autre actualité encore. L'an dernier, lorsque l'on avait fait la 11e édition, il y avait une guerre en Ukraine, il n'y avait pas encore la guerre au Proche-Orient. Je crains que cette guerre au Proche-Orient existe encore pour la 13e édition des Géopolitiques de Nantes. Et en fait, je vais conclure rapidement à la fois sur le conflit au Proche-Orient et sur le conflit Russie-Ukraine, qui mettent au point en fait deux contradictions entre le long et le court terme, d'une part, et entre la morale et la réelle politique de l'autre. Entre le long et le court terme, cette mort de Hassan Nasrallah, sur lequel il n'est pas question de pleurer, il a commis de nombreux attentats. On sait en France que l'Hezbollah est responsable de l'attentat contre le Drakkar, dans lequel, de mémoire, 52 de nos soldats ont été tués, plus de multiples choses, donc il n'est pas question de pleurer sa mort. Il est question, par contre, de réfléchir aux conséquences qu'elle pourra avoir. En 1976, Raymond Aron, qui n'était pas un islamo-gauchiste, avait écrit un livre sur Clausewitz en 1976. Et lui, Raymond Aron, qui avait dit que, en tant que juif universaliste, il ne pouvait pas être indifférent au sort d'Israël, il avait dit ça pendant la guerre des 6 jours, au moment où on craignait qu'Israël puisse être submergé, ce qui bien sûr n'a pas été le cas, écrivait donc en 1976 que Israël, je paraphrase, c'est pas les mots exacts, que Israël réussit merveilleusement bien à gagner les guerres, parce que de par sa supériorité militaire, mais qui malheureusement ne l'empêche à chaque fois d'obtenir son objectif politique. Et je pense que la mort de Nasrallah fera pareil. Bien sûr, l'affaire des beepers, les frappes israéliennes sur le Hezbollah et aujourd'hui la mort de son chef, plus d'autres leaders qui ont été tués, est venue très profondément affaiblir le Hezbollah. Mais penser qu'en tuant le chef de l'organisation, on tue l'organisation, c'est ne pas réfléchir au fait que si l'organisation existe, c'est qu'elle a des raisons d'exister, des raisons d'être, qui ne se résument pas à son leader. Et les conditions qui ont poussé à la naissance du Hezbollah, rappelez-vous que c'est en fait l'intervention israélienne en 78, puis en 82 au Liban, qui est à la base de la naissance du Hezbollah, qui n'existait pas auparavant. Et donc même si de nouveaux coups sont portés au Hezbollah, la problématique politique qui l'entoure ne viendra pas s'éteindre. Certainement, la cote de popularité de Netanyahou en Israël va rebondir. Les Israéliens vont l'applaudir et les sondages, avant même la mort de Nasrallah, disaient que son offensive sur le Liban, qui a été soutenue avant qu'elle ne démarre par 52% des Israéliens, on peut penser que son avenir politique est moins incertain qu'il n'a été auparavant et que, comme on était nombreux à le dire auparavant, il a un intérêt à intensifier la guerre parce que ça joue en sa faveur. Et d'ailleurs, ces deux leaders alliés extrémistes, Ben Gvir et Smotrich, ceux dont la famille politique a conduit à l'assassinat de Rabin. Et rappelez-vous que la veuve de Léa Rabin n'a jamais voulu serrer la main ni de Ariel Sharon ni de Netanyahou parce qu'elle tenait comme moralement responsable de l'assassinat de son mari. Et il y a 3 ans, Amos Gitay, qui est venu faire la conférence d'ouverture, nous a rappelé aussi, lui qui a été très proche de Rabin. Et donc, bien sûr, ses alliés lui ont dit que s'il cessait l'offensive, il quitterait la coalition et que donc il tomberait. Et depuis assez longtemps, en fait, depuis quelques mois, Netanyahou joue sa survie politique, mais contre l'intérêt à long terme d'Israël. C'est-à-dire qu'il peut très bien affaiblir le Hezbollah, il peut même peut-être intensifier la guerre et entraîner le Liban dans d'autres destructions, et on peut penser qu'il ne va pas s'arrêter là, que les demandes de cessez-le-feu ne vont pas être entendues, et d'ailleurs il a demandé ces frappes à peine avoir terminé son discours à l'ONU, et que ces victoires militaires ne pourront pas se transformer en victoires politiques, voire même éloigneront l'objectif politique d'un Israël en sécurité. La sécurité d'Israël ne sera pas mieux assurée. La sécurité à court terme, peut-être qu'il va venir donner encore plus de frappes sur le Hezbollah et que peut-être d'ici quelques jours, quelques semaines, il pourra atteindre son objectif de faire revenir les 60 à 80 000 Israéliens qui ont dû quitter leurs habitations au nord d'Israël du fait des frappes du Hezbollah. Est-ce que ça s'arrêtera là? Non. On peut penser qu'il va y avoir une intensification de la guerre
parce que, et ça a été dit hier dans la table ronde sur le Proche-Orient, les Houthis, les milices chiites en Irak et d'autres vont continuer à frapper sur Israël et que l'Hezbollah n'est pas démantelé. L'Iran ne risque pas d'entrer dans la course, que l'Iran est affaibli et que ce que voudrait Netanyahou, c'est que l'Iran rentre dans la course pour avoir une solidarité totale des États-Unis et des pays occidentaux. On peut penser que l'Iran ne fera pas cette erreur de lui donner cette victoire, mais en tous les cas, on voit bien là qu'il y a un avantage pour Israël à court terme, un avantage de politique intérieure pour Netanyahou, mais au détriment des intérêts à long terme d'Israël. Lorsque l'on fait une politique étrangère en fonction de critères de politique intérieure, c'est rarement une réussite. Et là, pour maintenir sa coalition, pour avoir l'approbation d'une population qui est excédée effectivement par les tirs de roquettes et de missiles du Hezbollah, qui est toujours traumatisée par les attentats du 7 octobre, il donne effectivement sur un plateau la tête de Nasrallah, mais le rejet d'Israël dans le monde entier va s'accompagner, va se développer, et quelqu'un comme Chuck Summers, qui est le leader de la majorité démocrate, qui dit lui-même qu'il est le juif le plus élevé dans la hiérarchie aux États-Unis, puisque il est juif lui-même, et que c'est donc le leader de la majorité démocrate au Sénat, a dit dès juillet dernier que si Netanyahou reste au pouvoir, Israël va devenir un État paria. Et que l'affaire des beepers qui a été applaudie dans la presse française comme à part Jean-Michel Apathy, à l'exception de Jean-Michel Apathy, comme une merveilleuse opération technique, un coup dur porté au Hezbollah, une pleine réussite, et jusqu'à on transforme les objets civils en armes, c'est un crime de guerre. Et que l'étau de la Cour pénale internationale va se resserrer sur Netanyahou et sur Yoav Gallant, et peut-être bientôt sur d'autres dirigeants israéliens, et que donc Israël va triompher militairement et être affaibli politiquement, mais on ne voit pas pour l'instant, de même qu'on ne voit pas un nouveau Gorbatchev arriver au pouvoir, pour le moment, on ne voit pas un nouveau Rabin arriver au pouvoir en Israël. Lorsque Rabin s'est lancé dans les accords d'Oslo, c'était certainement pas par amour des Palestiniens. C'était simplement parce que il pensait que l'intérêt à long terme d'Israël était de vivre en paix dans la région et qu'on n'allait pas faire la paix avec la Norvège, le Zimbabwe ou le Togo, mais bel et bien avec les voisins les plus immédiats. Et quand on a voulu faire la paix avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc, qui sont plus loin, qui ne sont pas en guerre avec Israël, ça ne résout pas la question palestinienne. Et la question palestinienne reste ouverte, quoi qu'il se passe au Liban. Bien sûr, il y a déjà 42 000 morts, Vincent Lemire l'a rappelé hier, et que le chiffre est très probablement sous-évalué de deux façons, par les morts sous les décombres dont on n'a pas retrouvé les corps, et par les morts indirectes, parce qu'on compte que les morts directes, mais ceux qui meurent faute d'alimentation, faute de soins ou du fait d'épidémies, et que lorsque un jour ou l'autre, Gaza sera de nouveau ouvert, il va y avoir un choc moral dans les opinions dont il sera difficile de ne pas tenir compte. Et effectivement, nous sommes comptables devant l'histoire. Certains disent que c'est un génocide qui est en cours sous nos yeux, devant les caméras, ce qui change des génocides passés qui se déroulaient en dehors de nos yeux et de nos caméras. Il n'y a pas les caméras à Gaza, mais on arrive quand même un peu à savoir ce qui se passe. Et que effectivement, comme l'a fort justement rappelé Vincent hier, la Convention de 1948 n'est pas sur l'interdiction du génocide, mais sur sa prévention. Et donc, il faut agir de façon préventive. Et je crains que nous serons collectivement comptables de ce qui se passe et de notre inaction. Et il est effectivement sidérant, déplorable, catastrophique de voir que Biden, que Macron appellent sans cesse à des cessez-le-feu qui ne sont pas respectés et que on aurait presque envie, au moins taisez-vous. Au moins, ne faites pas semblant de vous dire ému, de vous dire choqué, parce que vous ne faites rien et que on s'en rend compte, on vous voit quand même, et que ce qui est plus qu'une solidarité, qui est une complicité, et donc voilà, notre crédibilité morale à nous occidentaux est engagée sur ce qui se passe au Proche-Orient, parce que nous ne faisons rien, ou même nous empêchons la critique. Il y a des condamnations pour apologie du terrorisme, et c'est très bien, il faut le faire. Il n'y a pas de condamnation pour apologie de crimes de guerre, et elles sont nombreuses sur nos écrans, où des gens viennent nous expliquer que ce qui se passe là-bas est formidable, et que les Arabes l'ont bien cherché, et ceci en toute impunité. Et donc la vérité finira par surgir, et dans cette grande coupure dont il a été question dans plusieurs tables rondes entre le Sud global et le monde occidental, ce qui se passe à Gaza restera une tâche indélébile sur l'honneur du monde occidental, qui est resté non pas muet,
mais qui est resté inactif par rapport à cela. Et puis, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui continue. Et là, en fait, il y a tout un débat sur morale et réel politique. La réelle politique a mauvaise presse, notamment dans les débats, notamment dans le milieu associatif. Mais il y a, une fois encore, il y a pire que la réelle politique, c'est l'irréel politique. Et je dis depuis longtemps, au point de me faire traiter de pro-Poutine, de munichois, que les buts de guerre de Zelensky, à savoir récupérer les territoires perdus depuis 2022 et 2014, faire juger Poutine par la Cour pénale internationale et que la Russie paye les dommages de guerre qu'elle a créés, ces buts de guerre sont irréalisables. Je ne dis pas qu'ils sont illégitimes, ils sont légitimes, mais ils sont irréalisables. Ils sont irréalisables pour deux raisons, c'est que Poutine a l'arme nucléaire et que c'est une sanctuarisation de son agression et que on n'ira pas chercher Poutine à Moscou et que les Russes ne livreront pas Poutine comme ils ont. On n'ira pas chercher Poutine à Moscou comme on a été délogé Kadhafi et Saddam Hussein. Les Russes ne livreront pas à Poutine parce que ceux qui s'opposent à lui soit meurent en prison, soit ont des accidents d'avion et que donc ça dissuade beaucoup de gens. Et que par rapport à la continuation de la guerre, il y a une autre règle simple, c'est qu'il y a 4 voire 5 fois plus de Russes que d'Ukrainiens. Et que même si Poutine est obligé d'augmenter les soldes, d'augmenter les primes d'engagement d'aller dans les fins fonds des provinces arriérées pour engager des gens, eh bien, il a plus de monde que l'Ukraine. Et en Ukraine aussi, il y a une crise du recrutement. Alors on parle beaucoup du bataillon de Monaco, mais qui est assez peu belliqueux et qui effectivement est puissant par sa richesse, mais peu actif dans la défense de la mère patrie. Mais en tous les cas, pour des jeunes Ukrainiens, autant ils étaient mobilisés pour défendre Kiev, lorsque la souveraineté de l'Ukraine était en cause, autant ils n'ont peut-être pas envie de mourir pour le Donbass. Et quand on dit qu'on ne veut pas mourir pour le Donbass, bien sûr, on est traité de munichois, de nouveau Marcel Déat, etc., mais je pense que l'Ukraine ne récupérera pas le Donbass, dont par ailleurs elle se contrefichait un petit peu par la suite, puisqu'on avait cessé d'envoyer des pensions aux gens qui étaient dans cette région. Donc en fait, on en a beaucoup parlé sur la table ronde de ce matin sur les États-Unis, et les 4 orateurs qui étaient là, orateurs et oratrices étaient là, étaient assez d'accord pour dire que, en fait, par rapport à l'aide américaine à l'Ukraine, il y aura soit une chute brutale si c'est Trump qui est élu, soit une chute par étapes si c'est Kamala Harris qui est élu, et que les gros paquets de 60 milliards de dollars n'y arriveront pas. Et que la déclaration du président Macron de dire on va envoyer des soldats peut-être pour rétablir. En fait, si on veut aider l'Ukraine à renverser la situation, à reconquérir les territoires qu'elle a perdus, il y a qu'une seule solution, c'est pas envoyer plus d'armes. En fait, on peut envoyer plus d'armes, on peut autoriser les Ukrainiens. Le Pentagone vient de sortir une étude, le Pentagone dit on peut envoyer plus d'armes en Ukraine, on peut les autoriser à frapper plus loin, mais si on le fait, les Russes vont aussi intensifier leurs frappes. Et les Russes pourraient finalement... Kiev est bien plus préservé que Gaza. C'est-à-dire que quand vous voulez avoir un exemple de guerre totale, il faut pas aller en Ukraine, il faut aller au Proche-Orient. Et il y a plus de frappes sur Beyrouth en 48 heures qu'il y en a eu sur Kiev depuis 2 ans de conflit. Et donc le fait de fournir des armes à l'Ukraine qui permettrait de frapper plus loin n'aurait que pour effet que d'avoir une riposte russe outre les rodomontades de Poutine sur l'utilisation éventuelle de l'arme nucléaire, qui est un bluff, mais le bluff est fait aussi pour impressionner les adversaires. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que si les États-Unis abandonnent l'Ukraine rapidement ou par étapes, nous les Européens, on n'a pas les moyens de continuer, et les Allemands Olaf Scholz a entendu le message de ses électeurs de l'Est du pays, et l'Allemagne va déjà réduire de moitié l'aide qui était prévue pour l'Ukraine l'an prochain, parce qu'il y a une fatigue de l'aide, une fatigue de l'année. Donc qu'est-ce qui va se passer? Un jour ou l'autre, il y aura un cessez-le-feu, faute de combattants, parce qu'il y aura plus beaucoup d'Ukrainiens dans la classe d'âge prête à combattre, ou qui sont assez dans le coin. Et en fait, l'Ukraine a le choix. Enfin, elle n'a pas vraiment le choix, parce que Zelensky est poussé, mais dans la mesure où il ne pourra pas récupérer les territoires perdus, qu'il avait annoncé une grande contre-offensive, là il a un plan de paix, etc. Mais son plan de paix, c'est donnez-moi plus d'armes, permettez-moi de frapper plus loin, ce qui, même si c'était accordé, ne changera pas la donne militaire de par le ratio démographique en faveur de la Russie. Donc un jour ou l'autre, les combats s'arrêteront peu ou prou sur la ligne actuelle.
Donc combien veut-on de morts en plus? Et en fait, moi j'aime bien les Churchill de comptoir qui poussent les Ukrainiens à résister jusqu'au bout. Qu'ils s'engagent. Je veux dire, j'aimerais bien que Bernard-Henri Lévy pourrait s'engager, aller sur le front aussi, plutôt que de pousser tous les autres à y aller, mais il ne souhaite absolument pas. Mais simplement, on va avoir une guerre qui va se terminer plus tard, avec plus de morts, et sans changement de la situation. Et quelque part, les Américains disent aux Ukrainiens maintenant, qu'est-ce que disent les Américains aux Ukrainiens? Arrêtez les frais. Arrêtez les frais. On parle maintenant des négociations qui étaient un mot tabou auparavant. On parle de négociations. Ils disent, mais en fait, bon, vous allez perdre des territoires, mais développez le pays. La meilleure façon de sanctionner Poutine, c'est d'avoir une démocratie peut-être non corrompue, ce qui serait aussi un grand changement en Ukraine, d'avoir une démocratie vivante et plus vous continuez la guerre, moins votre économie pourra repartir. Et dès que vous aurez cessé la guerre, eh bien votre économie pourra se développer. Alors on parle d'un scénario à la coréenne, c'est-à-dire une paix sans paix, un cessez-le-feu où il n'y a pas de traité de paix. Il y aura pas, l'Ukraine ne pourra pas accepter officiellement la perte de ses territoires. Mais il y aura la fin des combats et puis nous maintiendrons les sanctions à l'égard de la Russie parce que cette guerre est illégale, que la Russie a commis des crimes de guerre, donc il n'est pas question de la récompenser. La Russie est affaiblie par cette guerre et la Russie, c'est l'échec de Poutine qui a renforcé le camp occidental, qui a diminué la donne de la Russie par rapport à la Chine. Et surtout, lui qui, depuis 20 ans, a voulu renforcer le statut de la Russie sur la scène internationale, eh bien, va finalement avoir une Russie moins forte après la guerre. Une Russie plus grande, mais moins forte, mais plus grande. Quelques kilomètres carrés de plus dans un pays qui en a déjà 17 millions. À quoi ça sert? Poutine a affaibli la Russie en se lançant dans la guerre. Mais je crois que, au nom de la morale, continuer la guerre, alors qu'il n'y a aucun espoir de changer la donne territorialement, ne me paraît pas être un bon service à rendre à l'Ukraine et pas un bon service à rendre à l'Europe et pas non plus. Donc la morale, au nom de la morale, il faut continuer la guerre. C'est pas tout à fait au nom de la morale, il faut continuer la guerre. Au nom de la morale, combien d'Ukrainiens, combien de Russes vont continuer à mourir parce que sur les plateaux télévisés, on pense que la réelle politique est à blâmer et que la morale doit être sauve. Je ne crois pas qu'envoyer plus de gens à la mort soit tout à fait moral, parce qu'on peut supporter une guerre quand on sait qu'on va la gagner, quand on sait qu'il y a une issue positive aux objectifs qui sont là. Mais quels sont les objectifs de guerre de Zelensky? Ils sont inaccessibles. Donc il devrait prévoir un plan B depuis longtemps. Sinon, ce qui risque de se passer, c'est qu'il fera signer la paix, mais en moins bonne position, avec une poussée russe plus importante sur les territoires, une Ukraine encore plus affaiblie et une note à payer pour chacun encore plus grande. Donc en fait, voilà, dans ces deux conflits, on voit que le court terme est trop souvent l'ennemi du long terme, et que lorsqu'on fait une politique, il faut voir non seulement les effets immédiats, mais également les effets à long terme, que lorsque l'on poursuit des objectifs de politique intérieure au nom pour développer une politique extérieure, eh bien on affaiblit le pays pour des bénéfices un peu immédiats, et surtout que la véritable morale, c'est un réalisme. C'est un réalisme vraiment de l'analyse des situations pour voir non pas un monde idéal, mais un monde meilleur. On n'a pas le choix entre le monde idéal et l'enfer. Il faut voir quelle est la meilleure des solutions possibles ou la moins mauvaise des solutions. Et tant qu'Israël pensera que l'on résout les problèmes politique par des moyens militaires, Israël gagnera ces guerres parce que sa supériorité militaire technologique est sans commune mesure par rapport à tous ses voisins. Tant que Poutine pense qu'il faut continuer, eh bien, il sera isolé du reste du monde, pas coupé du reste du monde. Mais tant que, pour des raisons, pour ne pas se dédire politiquement, Zelensky maintiendra l'illusion que ses objectifs sont réalistes, eh bien, il va encore plus affaiblir son pays et nous-mêmes. Eh bien, en fait, à force d'avoir dit que c'était une crédibilité, que notre crédibilité stratégique était en jeu si l'Ukraine ne remplissait pas ses objectifs, on a encore plus diminué notre crédibilité parce que tout simplement, nous aurions dû dire depuis longtemps à Zelensky, attention, définissez des buts réalistes de guerre. On a voulu le suivre pour des raisons finalement de débat public,
pour des raisons de morale sur les plateaux télévisés. Et donc, on a donné les clés. Je veux dire, quand on aide un pays, on a quand même normalement quelques mots à dire. Les États-Unis ont bien plus de moyens qu'ils le voudraient sur Israël. Les pays européens ont des moyens par rapport à Israël. Nous avons signé un accord d'association, les pays européens avec Israël, dans lequel il y a une clause des droits de l'homme, de respect des droits de l'homme. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même pas tout à fait le cas aujourd'hui. Et que je conclurai finalement par les mots de Thomas Friedman, le grand éditorialiste du New York Times, qui est un juif libéral, et comme l'a dit Gérard, les juifs américains votent 80-85% démocrates. Ils aiment pas Trump, qui est le grand allié de Netanyahou. Et Thomas Friedman, lorsque Biden était vice-président, donc il y a longtemps, Biden arrive en Israël et pendant qu'il était dans l'avion, Netanyahou annonce la construction de nouveaux logements dans les territoires occupés. Et Thomas Friedman dit, mais monsieur le vice-président, vous auriez dû repartir immédiatement. Parce que, c'est une claque à la tête des États-Unis de dire ça, et deux, ce n'est pas l'intérêt d'Israël sur le long terme. Et il avait eu cette comparaison. Si vous avez un ami qui a un peu trop bu et qui est chez vous, que faites-vous? Vous le laissez pas rentrer. Vous lui prenez les clés de sa voiture. Parce qu'un vrai ami prend les clés de la voiture et ne laisse pas son ami rentrer chez lui. Et Thomas Friedman dit, prenez les clés de la voiture de Netanyahou, il n'est pas en état de conduire, il faut qu'il arrête de conduire la voiture israélienne parce qu'il n'est pas en état de conduire. C'était il y a 12 ans. Depuis, je ne crois pas que la sécurité d'Israël soit renforcée, je ne crois pas que l'avenir d'Israël soit meilleur, et que normalement le terrorisme ne permet pas d'atteindre les buts que l'on recherche, sauf que celui qui a tué Rabin a en même temps tué le processus de paix. Le Hamas y a aussi largement contribué par ces attentats, et que les choses vont de mal en pire. On doit pouvoir à la fois condamner les attentats du Hamas et les bombardements sur les civils, condamner les roquettes du Hezbollah et la destruction du Liban, regretter des erreurs faites à l'égard de la Russie et condamner une guerre illégale accompagnée de crimes de guerre. En tous les cas, merci de votre fidélité, de votre attention. Merci à toute l'équipe de l'Iris qui a tweetlivé, qui a préparé. Merci à Nathalie, Alix, Kimlin pour la préparation. Merci Fleur, Élie pour votre accueil. C'est toujours un pur bonheur d'être là. Et Élie, je te laisse la parole pour les derniers mots. Bravo. Merci Pascal. Il m'appartient donc de clore officiellement cette nouvelle édition des Géopolitiques. 2 mots pour vous dire que les questions internationales et les questions liées au pouvoir en général sont très présentes dans la programmation à l'année du lieu unique. Donc revenez, je vous conseille tout particulièrement une pièce qui s'appelle « Ceci n'est pas une ambassade ». Je crois que c'est les 4 et 5 décembre, si je ne me trompe pas, par Rimini Protocol, qui porte très directement sur la politique étrangère de Taïwan et notamment évidemment par rapport à la Chine. Également, je vous conseille un Hamlet qui arrive les 23 et 24 octobre par une compagnie péruvienne qui s'appelle La Plaza, une metteuse en scène extraordinaire, Sheila De Ferrari, et qui va vraiment mettre le feu, je pense, sur ces questions de pouvoir et aussi un petit peu de folie. Merci beaucoup Pascal et toute l'équipe de l'Iris. Merci à Nantes Métropole. Merci évidemment à l'équipe extraordinaire du lieu unique, et merci aux techniciennes et techniciens qui ont rendu cet événement possible. Merci à vous toutes et tous d'avoir été présents si nombreux, encore plus nombreux cette année, et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Très bonne journée à toutes et tous.